Nouveau contrat producteur, transformateur, distributeur pour sauver l'agriculture française. Alors moi, je suis désolé d'être un peu poil à gratter, mais ça m'a beaucoup questionné quand On même. va essayer finalement de travailler dans l'intérêt général. On va certainement développer nos boutiques, mais en prenant le problème par un autre bout. Et on n'est pas dans la négociation, on est dans la compréhension des sujets. Je voudrais qu'on aille tout de suite dans le vif du sujet. Moi, je relisais encore l'intitulé de la conférence, les nouveaux contrats producteurs, transformateurs, distributeurs pour sauver l'agriculture française. Alors moi, je suis désolé d'être un peu poil à gratter, mais ça m'a beaucoup questionné quand même. D'abord, les nouveaux contrats. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis la distrib, l'agriculture, et les contrats, il y en avait déjà il y a 20 ans. Les démarches de filière qualité, je pense que c'est Carrefour qui a lancé le truc il y a 25 ans au moins. Je suis désolé, mais bon, U a suivi. En plus, c'est pas ça qui empêche les campagnes de s'enflammer régulièrement. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Donc voilà pour poser un peu le débat. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce qui est fait aujourd'hui en termes de contrats? D'abord, qu'est-ce que ça représente les contrats aujourd'hui dans vos activités à vous? Qu'est-ce qu'on entend par contrat? Après, deuxième question, contrat durable. Et ensuite, on verra les projets sur lesquels vous travaillez, les projets d'avenir. Qui veut commencer là-dessus? Allez, Système U. Les contrats aujourd'hui. Contrats. Et puis, dernier élément, pourquoi avoir inclus le transformateur dans cette chaîne? On a toujours parlé de producteur, de contrat production-distribution. Transformateur vient dans la chaîne. C'est assez intéressant aussi de voir pourquoi il est impliqué. Voilà. Système U. On va essayer de faire court. Ouais, juste sur l'état des lieux déjà. Ouais, sur l'état des lieux, on a commencé en 2011 à travailler première approche un peu différente. C'est avec un groupement de producteurs laitiers, biolais, et un transformateur, un conditionneur, avec lequel on s'est mis d'accord sur une forme de répartition de la valeur autour d'un axe simple qui était d'aider les producteurs à la conversion en agriculture biologique, c'est-à-dire que de trouver dans notre accord une part du prix d'achat qui soit reversée aux producteurs, notamment pendant toute la période de conversion à l'agriculture biologique, qui est une période où il doit beaucoup investir et où il n'a pas encore les gains supérieurs apportés par les coûts unitaires du lait une fois qu'il est producteur agriculteur biologique. On en est aujourd'hui à 20 millions de litres de lait par an et on a d'autres projets pour l'étendre à 50 millions de litres par an. Deuxième sujet, plus récent, il y a 2 ans, avec Terrena. Et là, effectivement, si Carrefour a été le précurseur dans la création de filières, la particularité du travail avec Terrena, c'est que sur le produit, pour la première fois, il y a les deux noms. Il y a la marque U et il y a la marque Nouvelle Agriculture. Qui est une première forme de reconnaissance sur un sujet où on n'était pas très à l'aise parce qu'on avait déjà essayé d'utiliser, alors à l'époque, des labels, notamment les critères qualité certifiés qui ont existé à une époque et où on s'était aperçu que le client, en fait, quand il y avait la marque U et le label, ce qu'il attendait, c'est l'assurance par la marque U de la conformité des produits. Le label, hormis le label bio, il n'était pas connu par les clients. Là, l'idée, c'est de capitaliser sur une démarche agricole, entre guillemets, marketée, mais une démarche innovante en termes d'approche d'alimentation animale, de bien-être animal, d'un côté, et le poids d'une marque, la marque distributeur U de l'autre. En ça, c'est innovant, et on en est à, aujourd'hui, l'ensemble des produits porcs en barquette est fait par des producteurs du groupement Terrena découpés, les porcs sont abattus puis découpés par une filiale industrielle du groupe Terrena depuis 2 ans, et on est en train d'élargir aujourd'hui à une filière sur la volaille et une filière sur le lapin qui sont en phase de développement important. Toujours avec Terrena. Toujours avec Terrena. Oui, toujours avec Terrena. Et une autre forme de contrat, c'est ce qu'on travaille aujourd'hui sur les fruits et légumes U. Donc, on est juste sur les fruits et légumes à notre marque, et ce sont les fruits et légumes conditionnés. Particularité, c'est d'avoir intégré dans le contrat
une mécanique d'amélioration continue, donc un bilan annuel qui ne se fasse pas seulement sur les prix, qui ne soit pas seulement un renouvellement du contrat de 3 ans qui est signé, mais qui soit un partage commun sur comment petit à petit intégrer les meilleures pratiques agricoles sur la base de l'observation de chacun des producteurs au niveau de son champ ou de son verger, selon les produits. Et enfin, dernière forme de ce qu'on pourrait appeler contractualisation, c'est ce qu'on a pu développer autour des achats locaux. Alors, beaucoup de distributeurs revendiquent de l'achat local. Ce qu'on a essayé de faire depuis 3 ans, c'est d'encadrer ça, c'est de donner à nos patrons de magasins un outil qui est un outil qu'on a appelé U2, sélectionné par votre magasin U2 et derrière le nom de la région ou du département, dans le but de donner une visibilité contractuelle sur ce qui est fait avec un agriculteur ou un fabricant d'un produit industriel. En quoi c'est nouveau? C'est vrai que jusque-là, oui, on avait de l'achat local, c'est normal, on est un groupe d'indépendants, il y a beaucoup, c'est naturel que... C'est culturel. Culturel que nos patrons de magasins achètent local. Par contre, ils n'avaient aucun engagement à communiquer sur les produits, à les mettre en avant dans le magasin. Donc régulièrement, oui, ils achetaient de manière locale, mais il n'y avait aucune visibilité pour le producteur ou l'industriel de la mise en valeur de son produit dans les rayons. Donc quand ils se retrouvaient mélangés au même produit d'une grande marque, en général, il y avait peu de performance commerciale. Et dans notre monde, quand il n'y a pas de performance commerciale, ça a tendance à disparaître rapidement des rayons. Donc l'idée là, dans une nouvelle forme de contractualisation, c'est de s'engager sur la visibilité donnée à ces produits achetés localement dans nos rayons. Avec quand même un peu de cahier des charges qualité derrière, j'imagine, non? Il y a quand même une volonté de différencier. Alors, pas forcément. Pas forcément. Je dirais, si je voulais faire une toute petite caricature, c'est une tendance quand même qu'on a aujourd'hui, qu'on observe aujourd'hui, c'est que ce qui est acheté à un producteur qui est issu de ma ville, de mon village, de ma région toute proche, c'est nécessairement bon. D'accord. Donc, on n'est pas sur des cahiers des charges qualité, on n'est pas sur de la revendication environnementalement correcte. Le sujet n'est pas de dire parce que le circuit est court, c'est meilleur pour l'environnement. Il peut y avoir des fois des productions aujourd'hui qui sont à un impact environnemental fort et qui pourtant sont achetées localement. Voilà. Le but, c'est de revendiquer l'ancrage local et l'effet social de cet achat. Michel, sur cet état des lieux de la contractualisation aujourd'hui, vu du groupe Avril. Étant établi sur toute la filière, on a évidemment une grande habitude des contrats. On a le sentiment, c'est pour ça que c'est intéressant de faire cette chaire, que c'est beaucoup plus difficile avec la grande distribution qu'entre industriels. C'est dans les gènes, je dirais, des industriels en B2B. Nous, on a très fréquemment des contrats pluriannuels. Bon, on est tous conscients de ce qu'est la volatilité. Il y a un tel climat de compétition entre les enseignes dans la grande distribution sur le prix instantané que ça leur rend, enfin je ne leur jette pas la pierre, ça leur rend extrêmement difficile d'être capable de contractualiser. Laurent vient de nous montrer qu'il y a des exemples, mais il faut quand même bien différencier le produit. Nous, ce qu'on peut citer comme contrat très spectaculaire, parce que mettant en œuvre des volumes considérables, c'est les contrats que nous avons, nous, en tant qu'industriels de la transformation, avec les coopératives ou les négociations agricoles pour leur acheter le colza. Une grande partie de la récolte française, la protéine part en nutrition animale et l'huile part en énergie renouvelable, en biodiesel. Pour vous donner des échelles de volume en tête, si le marché français de l'huile végétale, c'est 700 000 tonnes, c'est un marché qui baisse de 2% par an. Les gens ils vont de plus en plus au restaurant, ils cuisinent moins, etc. Donc si on avait vécu que sur ce marché de l'huile, on serait dans une situation évidemment dramatique. Mais à ces 700 000 tonnes s'ajoutent 2 300 000 tonnes d'huile qui sont consommées dans les réservoirs et qui permettent en coproduit de faire les protéines dont on a besoin. Donc c'est le développement de la filière biodiesel. Et c'est un développement qui s'est fait dans la douleur pour le pétrolier, parce qu'il a fallu leur imposer. Et on leur a imposé parce que ça émet 70% de gaz à effet de serre en moins.
Donc, un jour, le législateur a demandé aux pétroliers d'incorporer 1, puis 2, puis actuellement 7,5% du pétrole en étant biosourcé à partir de végétal et d'huile de colza plus particulièrement. Du coup, nous, comme ce marché qui est devenu considérable était un marché institutionnel créé par la société pour des externalités de gaz à effet de serre, mais aussi sans doute d'emplois, parce que c'est une filière qui emploie 18 000 personnes en France, on a utilisé le levier de la contractualisation avec les producteurs pour pousser les producteurs à être vertueux, en leur disant non seulement vous devez être au niveau de standard de production avec le gaz à effet de serre actuel, mais vous devez progresser et réduire, optimiser l'utilisation de vos engrais, réduire vos passages tracteurs, etc., de façon à vous inscrire dans une démarche de progrès. Et pour cela, on leur a donné 4 € la tonne. Donc on doit avoir 500 000 tonnes contractualisées. Donc on parle de sommes importantes, on parle de millions d'euros. Mais ce sont vraiment des leviers qui permettent aux producteurs de trouver une plus-value en ayant des pratiques plus vertueuses. Donc, ça montre bien que la contractualisation, si on est capable de la payer, de créer de la valeur à un endroit, elle est susceptible de transformer les pratiques agricoles, de les faire évoluer, en tout cas dans le bon sens. Et c'est le recul qu'on a sur la contractualisation. Pour autant, nous, quand on vend notre diester, sur lequel on a surpayé, la graine de colza pour ces pratiques agricoles, on n'a aujourd'hui pas de plus-value parce que la maturité des interlocuteurs, hein, on vend à des pétroliers ou à des grandes surfaces qui distribuent, et c'est pas dans leur logique de primer les matières premières, fussent-elles renouvelables. Donc c'est en ça que... C'est un sujet qu'on peut retrouver aussi sur des produits de consommation éventuellement. Hein. Alors, quand on a une différenciation, je peux vous citer un autre exemple, ça a été le lancement de fleurs de colza par le Sieur. Donc là, on est dans l'univers alimentaire. Là, on a différencié vraiment un produit avec un cahier des charges spécifique, un cahier des charges vertueux en termes d'approche environnementale pour le producteur, avec des choix de variétés, des maximums d'épandage, des choses assez contraignantes, mais qui représentent une prime de 8 à 10% pour l'organisme stockeur qui nous vend la graine de colza. Et là, on l'embouteille sous marque Le Sieur, et de façon exclusive, on va chercher la plus-value sur le consommateur. On a donc, nous, un engagement en amont, derrière nous. Devant nous, on vend ce produit à Carrefour, à U, à Intermarché, etc., dans des conditions normales de marché. Donc la contractualisation, on l'a eu beaucoup plus en amont qu'on a été capable de l'établir. Mais pour autant, on a créé un premium. Et là, je voudrais souligner que dans les éléments qui nous rassemblent dans la chaire, c'est la compréhension de ce qui est aperçu par le consommateur comme étant du domaine du développement durable. Il y a quelque chose d'extraordinaire en France, et qui est quand même une vraie révolution, qui est cette demande de local, de français en particulier. Alors, ça peut être le très local, mais ramené à la mondialisation, il y a une demande de produits français. U, c'est identifié comme ça, et ça me fait très plaisir d'entendre ce positionnement. Nous, on travaille pour la Fermeuse France, et on a une chance folle actuellement, c'est qu'effectivement, le consommateur, il voudrait avoir plus de viande française. 42% du poulet est importé, c'est complètement scandaleux. Donc, mais on a une sympathie. Qui dit sympathie, dit pas un centime de plus en termes de demande, mais à nous d'organiser des chaînes de valeur compétitives, parce que l'externalité positive Ferme France, elle est perçue en termes d'emploi, en termes d'approche globale, par nos parties prenantes et par nos consommateurs. François Després, j'imagine que ça vous parle, cette idée de localisation, traçabilité de produits et de proximité de production. Juste sur la contractualisation et les pratiques aujourd'hui, c'est quoi votre vision à vous? Est-ce que vous faites une comparaison, par exemple, avec d'autres secteurs, entre l'agriculture et d'autres secteurs qui sont plus ou moins contractualisateurs, on va dire? Voilà. En fait, je vais rebondir sur ce que vient de dire Michel, parce que je trouve que, effectivement, peut-être que la différence, c'est que... vous m'avez posé cette question, elle est difficile, cette question, de savoir s'il y a d'autres secteurs. Je pense que c'est pas d'un secteur à l'autre, c'est la nature du contrat. Moi, j'ai l'impression que le rôle de la distribution a pendant été longtemps de massifier, d'accord ? De massifier les achats. Donc, d'une certaine manière, de rendre un peu anonyme la relation. Moi, ce que j'entends dans ce que dit Michel dans le B2B, c'est qu'il y a une relation one-to-one,
d'accord, de personne à personne, où on s'engage en même temps dans le même investissement. La nature de la logique de distribution, c'est de faire de la masse, donc à la limite piocher chez beaucoup et redonner à beaucoup, d'accord. Donc quand le magasin reprend un rôle de relation personnelle finalement, parce que je trouve que U est très intéressant de ce point de vue-là, parce que beaucoup du sujet qui est de communication, en tout cas de U, est dans cette relation personnelle, du rôle de commerçant finalement en local. Donc quand on reproduit le local, je pense que le contrat finalement qui unit, c'est un contrat grosso modo, dans l'esprit français, je pense particulièrement qu'ailleurs, c'est on se serre la main, quoi, d'une certaine manière. Et en partie, la distribution, elle a anonymisé les relations, et relations avec ceux avec lesquels on achetait et ceux avec lesquels on revendait. D'accord. Et la demande qu'on essaie d'exprimer du consommateur, que ça soit français, local, à côté de chez moi, dans mon village, c'est de retrouver du lien social en disant j'ai acheté. On a tous des grands-parents ou des parents, des gens proches qui nous disent moi j'allais chercher les œufs, le lait. Enfin, je travaillais longtemps dans le lait. L'histoire de j'allais chercher mon lait, ma crème, mon truc à côté de chez moi, elle est extrêmement présente. Et en fait, la demande, elle est ni plus ni moins du consommateur que de retrouver ce lien et de pas acheter juste une brique, quoi. Et je pense que ce qui est dit du travail de vouloir valoriser l'image de l'agriculteur dans la chaîne, donc d'être capable de donner un discours de preuve, hein. Il y a beaucoup de ça chez Terrena aussi dans la nouvelle agriculture, c'est un engagement d'un producteur. Et c'est le contrat, finalement, c'est comme si, pour moi, le nouveau contrat, conceptuellement, c'est un contrat finalement de toute la chaîne où chaque intervenant est visible du point de vue de celui qui finalement va, avec son argent, donner de la valeur à ce qui a été fait en amont. Donc c'est soit le contrat du commerçant, l'exemple du beurre, il est intéressant, parce que l'exemple du beurre, ce que je disais, il donne un truc qui n'a pas de valeur, c'est dire bonjour et merci et au revoir, ce que les taxis ont un peu oublié, accessoirement. D'accord. Donc je pense que dans la relation contractuelle, il y a quand même quelque chose de cette nature. Donc après, si vous me demandez dans d'autres secteurs, c'est difficile parce qu'il y a des secteurs effectivement qui ont construit ce principe de massification et d'anonymat. Alors j'aurais tendance à dire qu'on demande particulièrement l'intervention de GS1 quand c'est comme ça, parce que il y a besoin de trouver finalement des ressorts et des compensations. Maintenant, moi, il y a un petit secteur qui s'appelle l'automobile, dans lequel il y a une logique de sous-traitant qui est très forte, où d'une certaine manière, l'investissement dans l'innovation du sous-traitant, elle sert celui qui assemble derrière. Et il y a un mariage aussi dans l'innovation, c'est ce qui est décrit, je pense, et dans les logiques de Terrena et d'Avril, à mon avis, il y a de ça, et je trouve que Système U, dans ce qu'il décrit, souhaite aussi retrouver cette dimension plus humaine dans la relation. Maintenant, de ma fenêtre, je suis mal placé en tant que GS1 pour parler de ces contrats de cette nature. Ce que j'observe, c'est que nous, on aide à donner des outils qui permettent de donner de la visibilité, c'est-à-dire à rendre, à mettre un visage sur cette relation parfois un peu anonyme qu'il y a dans cette chaîne de valeur complexe. Voilà. Enfin, je ne sais pas si mes camarades peuvent réagir, mais voilà, de ma fenêtre, je vois ça. Moi, comme l'heure avance, j'aimerais qu'on parle quand même des projets qui sont en cours